Nous allons maintenant passer au vote du budget 2025 de notre commune. Celui-ci fait suite au débat d'orientation budgétaire que nous avons eu lors du conseil municipal du 10 février 2025. Je décrivais alors le contexte de crise institutionnelle et politique que notre pays connaît depuis près d'un an. Cette crise a pour premier responsable le président de la République qui a décidé seul, le 9 juin dernier, de dissoudre l'Assemblée nationale pour ensuite mépriser une nouvelle fois le résultat des urnes, en refusant de nommer un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front populaire. Au contraire, c'est une alliance baroque des vaincus qui préside depuis quelques mois aux destinées du pays. Une alliance élaborée dans le but de poursuivre les politiques libérales menées depuis des années. Une alliance qui place sa survie dans les mains d'une extrême droite qui, malgré son ravalement de façade, se base toujours sur les mêmes fondations, celle du repli sur soi et de la haine de l'autre. Dans ce contexte, le budget voté par l'Assemblée nationale ne pouvait pas être un budget d'audace ni de progrès. Un budget qui protège les plus fragiles au lieu de favoriser les intérêts financiers. Les nombreux coups de rabot dans des domaines aussi essentiels que le logement, la transition écologique, le handicap ou encore le sport en attestent malheureusement. Pour Nanterre, si la note est moins salée que prévu, elle ampute tout de même le budget de la commune de plus de 5 millions d'euros. Entre la hausse de cotisation à la caisse de retraite des fonctionnaires, la CNRACL, et la création d'un dispositif de lissage conjoncturel, le DILICO, nouvel outil destiné à ponctionner les collectivités locales pendant plusieurs années. Oui, pour le président de la République et son gouvernement, ce ne sont pas les 454 milliards d'euros de baisse d'impôts accordés depuis 10 ans qui posent problème, mais ce sont les collectivités locales qui seraient la principale cause du déficit public de notre pays. Elles dépenseraient trop, seraient trop généreuses, mettraient en place trop de services publics, des services publics trop importants, dont nos concitoyens pourraient se passer. Un luxe, en somme. Nous pourrions en sourire si nos concitoyens n'avaient pas à subir les conséquences de ces choix. Nous pourrions en sourire si, à force, ces ponctions successives ne finissaient pas par remettre en cause la libre administration des communes. À Nanterre, ce sont les choix exactement inverses qui nous animent et que nous assumons. Nous assumons de mettre en place des services publics forts, au service du bien commun, au service de toutes et tous. La ville assume d'être un bouclier pour les plus fragiles de nos concitoyens. Elle assume de continuer à faire vivre le droit à la santé, aux loisirs, aux vacances, au sport, à la culture, au logement. Elle assume de continuer à investir pour l'avenir de ses habitants. Grâce à une gestion budgétaire rigoureuse, nous ne renonçons à aucun service public rendu à la population, malgré plus de 5 millions d'euros amputés cette année sur le budget communal. Nous maintenons également nos capacités d'investissement au service des Nantériennes et des Nantériens. Cet investissement se retrouvera cette année, notamment dans l'ouverture du nouveau centre municipal de santé Juliette Ténine, ou encore dans la livraison du premier groupe scolaire du quartier des Groux, Yvonne Kerzreo. Nanterre va continuer à être cette année encore cette ville émancipatrice qui donne à chacune et chacun les moyens de réussir, les moyens de s'épanouir, les moyens d'apprendre à tous les âges. Elle va continuer à être cette ville solidaire qui protège les habitants les plus fragiles et fait vivre les droits les plus élémentaires de chaque individu. Une ville où l'on prend soin les uns des autres. Elle va continuer à être cette ville durable, engagée dans la transition écologique, dans la sobriété énergétique, dans la renaturation de son territoire et dans le respect de la planète et du vivant. Le budget que nous vous présentons aujourd'hui traduit ces engagements. Imed Azouz va vous en présenter tous les détails. Dans le prolongement de la présentation de Monsieur le maire, je vais vous présenter les grands faits marquants de notre budget 2025. Avant de vous présenter les grands équilibres du BP 2025, il me semble important de rappeler que ce budget est soumis à de fortes contraintes imposées par l'État, qui ont été d'ailleurs évoquées lors du DOB. Ainsi,
Les cotisations à la caisse des retraites des fonctionnaires subissent une hausse conséquente, lissée sur 4 années, avec un coût de près dès 2025 de 1,5 million d'euros. Il est important de préciser que c'est une hausse qui va se cumuler sur 4 années pour atteindre une contribution de près de 6 millions d'euros d'ici en 2028. À cela s'ajoute une nouvelle dépense imposée par l'État, le DILICO, dispositif de lissage conjoncturel. Ce dispositif nouvellement mis en place cette année reste à préciser. À ce stade, nous n'avons pas reçu de notification officielle. Il s'agit d'un fonds de près d'1 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros pour le seul bloc communal, alimenté par près de 2000 collectivités. La contribution des villes ne peut excéder 2% des recettes réelles de fonctionnement retraitées. 10% de cette enveloppe alimenteront le fonds de péréquation. 90% seront reversés aux villes contributrices sur 3 ans. Cette épargne forcée engendrera un besoin annuel d'emprunt et de trésorerie plus important, avec des coûts financiers supplémentaires pour les villes. L'ensemble des dispositifs que je viens vous décrire pourrait conduire à une ponction de l'ordre de près de 5 millions d'euros à l'horizon de 2028. Je vous propose à présent d'examiner les chiffres clés de notre budget. Le budget que je vais vous proposer s'élève à 425 millions d'euros. Un budget toujours construit pour permettre le maintien d'un haut niveau de services publics et d'investissement pour nos habitants. La poursuite et la mise en œuvre des engagements municipaux, et cela malgré le contexte que vous connaissez, sans hausse de taux. Je tiens à le préciser. Les dépenses réelles de fonctionnement se situent à près de 275 millions d'euros. Ce niveau tient compte d'une optimisation des charges à caractère général, une masse salariale qui devra absorber des mesures imposées par l'État avec un taux d'effort de 2,6%. La participation obligatoire au budget de POLD, le DILICO pour près de 4 millions d'euros. Si nous devions retraiter ces dépenses, les prélèvements obligatoires imposés par l'État, la péréquation, le DILICO, le FCCT, le montant de nos dépenses consacrées aux non-terriens serait ramené à 206 millions d'euros. Les recettes réelles de fonctionnement atteignent près de 296 millions d'euros, avec des recettes fiscales en progression grâce notamment à la dynamique de notre territoire, la taxe additionnelle aux droits de mutation en baisse, impactée par le contexte défavorable du marché immobilier, le versement exceptionnel des indemnités d'assurance pour 2,3 millions d'euros. Notre programme d'investissement pour 2025 se situe à 87,5 millions d'euros, avec des projets importants pour notre ville, dans le domaine de la culture, de la mémoire, de l'éducation, de la santé, du sport et bien évidemment de la transition écologique. Passons à présent au ratio financier pour 2025. La section de fonctionnement dégage près de 21 millions d'euros d'épargne brute qui couvre le remboursement des emprunts pour 18 millions d'euros. Le solde de 3 millions d'euros vient réduire le besoin de financement par l'emprunt. À ce stade, le budget prévoit une enveloppe d'emprunt de 46 millions d'euros, avec une capacité de désendettement de 9 ans environ, sous le seuil de prudence fixé à 12 ans. Bien évidemment, le niveau d'emprunt sera finalement souscrit sera calibré aux besoins réels et sera constaté pendant l'exécution budgétaire. Je vous propose à présent de consacrer un temps à l'ensemble des programmes d'équipement portés par notre mandature. Depuis 2020, nous avons porté de nombreux projets pour répondre aux besoins des Nontariens. Entretenir notre patrimoine communal, adapter les équipements aux nouvelles normes énergétiques et accélérer la transition écologique.
Nos investissements pourraient atteindre 308 millions d'euros en 6 ans. Effectivement, si on devait les décliner, ça serait 56 millions investis pour la réussite éducative et à la jeunesse, avec le nouveau groupe scolaire Yvonne Kersreo, avec la rénovation du groupe scolaire Maxime Gorky, le plan numérique éducatif de Zeudezen, la rénovation de Jacques Decour, le groupe scolaire Jacques Decour. 14 millions d'euros ont été investis pour la solidarité et la santé, avec, pour exemple, la nouvelle maison de santé Juliette Ténine, pour près de 13,8 millions d'euros. 7 millions investis sur la nature en ville, avec 1,7 million d'euros sur la rénovation et l'extension des parcs des anciennes mairies, 1,3 million d'euros sur la végétalisation des cours d'école, 1,7 million d'euros sur la plantation des 5000 arbres. 17 millions d'euros investis dans les structures sportives, comme par exemple 2,6 millions d'euros sur la réflexion du stade Julien Guimier, 5,1 millions d'euros sur la reconstruction du gymnase Langevin, 1,9 million d'euros sur le bassin olympique et 2 millions d'euros sur le terrain synthétique. 60 millions d'euros ont été investis sur la culture, sur la réhabilitation du théâtre des Amandiers avec 54 millions d'euros, 21 millions d'euros investis sur le logement et la politique foncière, avec 5,5 millions d'euros sur le maintien et développement d'un habitat social de qualité, 9,5 millions d'euros sur l'acquisition foncière pour le développement urbain et 2,7 millions d'euros sur les travaux de valorisation du patrimoine privé. 23 millions d'euros investis sur l'aménagement des parcs, des espaces publics. 11 millions d'euros, par exemple, sur les travaux et municipalisation des voies et 1 million d'euros sur les travaux des marchés comestibles, dont la place du marché du centre. 16 millions d'euros investis sur la sécurité, le stationnement et la circulation des transports. 5,9 millions d'euros sur le développement de la vidéoprotection et la vidéoverbalisation. 3,5 millions d'euros sur les pistes cyclables et 1,6 million d'euros sur l'extension de la zone 30. Nanterre investit également 5 millions d'euros sur la performance énergétique des bâtiments publics, dont la réhabilitation de l'hôtel de ville, 9 millions d'euros pour l'aménagement des autres bâtiments administratifs et techniques, 2 millions d'euros pour l'accueil des tout-petits. Avec une enveloppe complémentaire de 77 millions d'euros, 39 millions d'euros pour le programme ordinaire de travaux et 38 millions d'euros pour les achats divers, matériels, véhicules et autres. D'une manière générale, nous nous réjouissons de l'augmentation du montant de notre budget qui prend quand même plusieurs millions d'euros en une seule année. Et c'est notamment grâce à l'augmentation des dotations versées à notre commune par nos partenaires institutionnels comme l'État ou encore la métropole. Vous évoquez le fait que la croissance fiscale et économique ne profite plus au budget nanterrien, alors qu'en pleine crise économique, la métropole fait le choix de nous soutenir et de ne pas diminuer ses dotations. Votre discours nous semble incohérent. De même, quand vous vous plaignez de l'augmentation du taux de contribution employeur à la caisse de retraite de fonctionnaires imposée par l'État, nous sommes surpris, pour ne pas dire choqués de vos propos, quand on sait la retraite que perçoivent les fonctionnaires, corps de métier dont le pouvoir d'achat est loin d'être le plus élevé en France, et quand on sait que la solidarité est censée être le pilier de vos valeurs. On remarque également une diminution de notre contribution au fonds de péréquation. Cette année, et en tout point, notre collectivité est gagnante et nous espérons que ce sera aussi le cas pour les Nantériennes et Nantériens. Concernant vos priorités, celles-ci ne sont pas les nôtres et certains de vos choix restent bien plus que discutables. Je pense à la baisse des subventions au centre communal d'action sociale qui accompagne et vient en aide à nos seniors et aux plus fragiles. Je pense également aux associations d'aide alimentaire comme les Restos du Cœur dont la subvention baisse de moitié, soit de 26 000 €. Comment justifiez-vous ces baisses ?
De même, il est désolant de voir que vous n'attribuez que la somme, faible à notre sens, de 1,4 million pour le logement et pour la prévention. D'une manière plus globale, vous attribuez l'équivalent de la moitié du budget de la sécurité à l'espace public. Je ne vois pas comment vous comptez faire face à l'insécurité dans notre commune sans mettre les moyens qui vont avec. Il en va de même pour le logement. C'est ce que je disais précédemment, comment pouvons-nous rénover, réhabiliter notre parc locatif ancien sans les moyens nécessaires pour que les Nantériennes et Nantériens puissent vivre dans des conditions décentes. Le plan 5000 arbres, quelle déception. Tout cet argent public pour planter là où il y a déjà, que ce soit chez les particuliers ou dans les parcs. Un quartier est totalement absent de vos prévisions. Je fais référence au quartier du Parc Nord. Je crois que cela va faire 2 ans que je demande s'il est possible de faire quelque chose pour le gymnase Paul-Éluard, l'un des seuls dans le quartier, sans parler de l'école primaire. Au lieu d'entretenir, d'améliorer, d'embellir notre patrimoine existant, vous construisez davantage, toujours en bétonnant notre ville. À ce niveau, ce n'est pas 5000 arbres dont on va avoir besoin. Plus précisément, vous prétendez avoir réalisé 90% des promesses que vous aviez prises en 2020. Comme notre président l'avait demandé l'année précédente, serait-il possible d'en avoir la liste exhaustive pour plus de transparence ? Enfin, d'une manière générale, votre discours est incohérent quand on sait que notre budget est de 425 millions d'euros, ce qui fait de Nanterre une des villes les plus riches de France. Vos priorités ne sont pas les nôtres et ne semblent pas répondre pleinement aux besoins de Nanterre qui méritent plus et des Nantériens et Nantériennes qui méritent mieux. Aussi, mon groupe et moi-même voterons contre ce budget. Je vous remercie. En fait, moi, je voudrais revenir, puisque à la préparation de la commission, j'avais posé quelques questions justement sur le budget primitif, les engagements de la mairie concernant les frais, et il y avait quelque chose qui m'avait interpellée, une question à laquelle on n'a pas pu me répondre, et on m'a dit qu'on me répondrait plus tard, donc j'en profite pour la poser au conseil municipal. C'est ce que j'ai dit donc vendredi à la préparation. Là, je viens d'entendre donc qu'il y avait concernant le parc des anciennes mairies, vous annoncez un chiffre de 7 millions d'euros, alors que sur le budget, c'est 3 millions, je vais retrouver ma page, 3 millions 100, c'est ça à peu près. J'avais demandé, puisque dans l'intitulé, il est quand même noté, je vais retrouver, voilà, aménagement, paysage et jardin. Pour moi, aménagement, paysage et jardin, là, vous mettez la somme de 3 150 000 667 €. Et j'aurais voulu savoir lors de la préparation, j'ai simplement posé la question, qu'est-ce qui est justifié dans l'aménagement, paysage et jardin. On m'a ensuite parlé d'extension, mais il me semble que quand on parle d'extension, ce sont démolition, construction. Donc pour ma part, ça ne rentre pas dans tout ce qui est paysager, fleurs et plantation des arbres. L'aménagement du parc des anciennes mairies, donc je réitère ma question, à quoi correspondent exactement les 7 millions? Est-ce qu'il y a une erreur dans les lignes budgétaires qui nous ont été, qui sont écrites ici dans le livret que nous avons reçu? Je ne comprends pas trop, parce qu'il y a quand même un écart de plus de 3,9 millions, 4,9 millions, 3,9 millions, ouais, si mes calculs sont bons. Donc si vous pouviez juste m'expliquer et me donner une réponse, si cela est possible, et pas une réponse à côté, je vous remercie. Alors nous examinons aujourd'hui le budget 2025 de notre ville, un acte politique fort qui traduit vos priorités pour Nanterre. Or nous devons constater une fois de plus que ce budget, pour nous, manque d'ambition, de clarté et surtout de souffle. À l'heure où les Nantériens subissent, comme beaucoup de Français, de plein fouet, vous l'avez rappelé vous-même, les effets de l'inflation, de la précarité et du manque de services publics de proximité, ce budget ne propose aucune réorientation significative des politiques municipales. On continue comme avant, en reconduisant les mêmes lignes, sans remise en question, sans innovation, sans réel souci de justice sociale. Il n'y a aucune mise en perspective sur la durée du mandat de votre action, y compris sur les priorités que vous dites être les vôtres, sur la justice sociale. Et dans les faits, et vous serez d'accord avec moi, les inégalités territoriales à Nanterre, entre quartiers, elles persistent, voire même elles se développent. Certaines structures associatives, ça a été dit par mes collègues d'autres groupes, pourtant indispensables, voient leurs moyens se réduire.
tandis que d'autres dépenses, plus discutables, sont maintenues ailleurs. On pourra y revenir un peu plus tard. Ce n'est pas une question de ressources, c'est votre choix, et ce sont vos choix politiques. Et que dire de l'écologie? Alors oui, vous affichez des objectifs climatiques dans vos documents, mais les engagements, comme souvent dans vos politiques et dans vos priorités, ne sont pas suivis d'effet. Où est le plan global de transition énergétique pour votre ville que nous appelons depuis plus de 5 ans? Pourquoi si peu d'investissements dans la rénovation thermique des bâtiments, comme ça a été dit tout à l'heure aussi par ma collègue, dans la rénovation des logements sociaux, dans celle des écoles? Et pourquoi un soutien financier aussi réduit dans le soutien aux mobilités douces, qui est pourtant une de vos priorités? Nous avons besoin d'un vrai budget de transition écologique, pas de simple slogan, monsieur le maire. Alors, nous proposons plusieurs pistes d'action pragmatiques et finançables pour en parler. La première des choses, et je pense que l'ensemble de nos collègues seront d'accord, ce serait de mettre un audit indépendant des dépenses et des subventions pour mieux orienter l'argent public et l'établissement de budget pluriannuel couvrant la durée du mandat. Et on pourrait le faire avec tous les représentants des groupes du conseil municipal. La deuxième proposition, c'est un budget participatif élargi qui serait réellement accessible à tous les Nantériens, avec, par exemple, on peut le chiffrer, un doublement de ce budget, du budget actuel des budgets participatifs, qui serait, par exemple, prélevé sur les crédits votés et non utilisés chaque année, qui reviennent régulièrement, comme on le voit depuis maintenant 2020. La création d'un fonds d'investissement, qui pourrait être abondé, par exemple, par d'autres collectivités, voire même par certains acteurs publics ou semi-publics, pour la rénovation énergétique des écoles, des gymnases et des logements sociaux. Et beaucoup de partenaires seraient prêts à le faire. Les bailleurs sociaux, des énergéticiens et d'autres. Quatrième proposition, une revalorisation du soutien aux associations de terrain. On a parlé par exemple des Restos du Cœur, qui font un travail extraordinaire et souvent dans l'ombre. Et encore une fois, vous avez les marges budgétaires, puisque les enjeux financiers par rapport à la masse globale de votre budget de fonctionnement, qui est en hausse, le permettent. Et puis enfin, dernière proposition, dans le climat de défiance générale et de mise en cause des élus, qui est général, qui est national, tant au niveau national qu'au niveau local, y compris ici dans cette enceinte, nous demandons la constitution d'une commission municipale d'éthique qui serait encore une fois constituée de représentants de l'ensemble des groupes municipaux de la commune qui pourraient être amenés à statuer en transparence et dans la confiance sur les sujets d'éthique, sur les sujets d'utilisation des fonds et du patrimoine de la commune. Donc 5 propositions. Au-delà des enjeux locaux, et je dois vous avouer, monsieur le maire, que je suis très déçu de ne pas vous en avoir entendu le mentionner, nous pensons aussi que Nanterre, comme toutes les grandes villes de France, peut et doit contribuer à l'effort national face aux défis géopolitiques qui se présentent à nous. On ne peut pas faire abstraction du contexte international aujourd'hui. Ce contexte international, et en particulier, disons-le, la menace russe, nous rappelle que notre pays doit renforcer ses capacités de défense, mais aussi ses infrastructures critiques, logistique, résilience énergétique, infrastructures de traitement de l'eau, etc. Or, les collectivités territoriales, et Nanterre en particulier, ont toute leur place dans cet effort. Cela ne veut pas dire militariser l'action locale, mais être à la hauteur des enjeux de souveraineté, de sécurité et de préparation civile. Et notre ville, j'en suis convaincu, peut y prendre part, par exemple, à travers le soutien à des équipements de résilience urbaine ou des coopérations avec des instituts de recherche. Monsieur le maire, nous ne sommes pas ici pour bloquer, mais pour construire. Ce budget en l'état ne répond pas aux attentes des Nantériens. Nous ne pouvons pas le voter, mais nous restons disponibles, encore une fois, pour travailler les pistes que nous vous avons exposées. Je vous remercie. La faiblesse fondamentale de la civilisation occidentale, c'est l'empathie, dit Elon Musk, justifiant ainsi l'élimination de l'aide sociale et humanitaire, ainsi que du droit d'asile aux États-Unis. Nous, avec l'ensemble de la majorité, sommes fiers de présenter un budget ambitieux dans un contexte d'austérité, avec pour fil conducteur une dynamique de solidarité intacte, s'appuyant sur nos propres forces pour préparer le Nanterre de demain. Un budget que l'on pourrait qualifier d'autodéfense. Il est en effet de notre devoir de capter au mieux et en continu les expressions des vulnérabilités qui se libèrent et de les retranscrire dans des actions concrètes. Nous devons entendre les femmes victimes de violences que nous recevons à la Maison des femmes, alors que l'on dénombre en France déjà 35 féminicides depuis le début de l'année. Nous devons entendre la jeunesse marquée par le décès de Naël et aux événements consécutifs à ce drame que nous avons encore écouté au Théâtre des Amandiers lors de la représentation de Memento Dorum. Nous devons entendre les enfants victimes de harcèlement à l'école que nous accompagnons via les associations par des actions de sensibilisation. Nous devons entendre les femmes de familles monoparentales qui n'ont pas de droit au répit et subissent une charge mentale et financière épuisante auquel nous avons consacré l'analyse des besoins sociaux en 2025 et pour lesquels nous élaborons un plan d'accompagnement.
Entendons aussi les jeunes sortis du système scolaire, ni en emploi, ni en études, ni en formation, que la Maison de l'emploi et de la formation tente de réinsérer. Les commerçants victimes du développement des plateformes, avec lesquels nous avons un dialogue permanent via l'association des commerçants. Les personnes en errance suivies par les associations et rencontrées lors de la nuit de la solidarité et objet d'une veille par le CCAS. Les travailleurs migrants qui vivent dans des conditions insalubres et dont la vulnérabilité est largement exploitée. Nous œuvrons avec les associations pour faire remonter et cesser ces situations indignes. Entendons enfin les scientifiques et associations environnementales que nous recevons à l'Agora et qui jouent un rôle actif au sein du CCTE et qui nous alertent sur les pertes de biodiversité. Les médecins en attente d'amélioration sur les conditions d'exercice et de leurs activités dont nous remontons les souhaits. Les seniors en quête de solutions de maintien à domicile. Les étudiants confrontés au surcoût de la vie et au labyrinthe de Parcoursup. Nos capteurs sont pluriels. Conseils de quartier, réponses aux courriers, concertations publiques thématiques, rencontres sur les marchés dans tous les actes de la vie quotidienne. C'est en prenant soin de toutes ces vulnérabilités que nous ferons société, une société forte de sa diversité, parce qu'il n'y a pas de monde vivant sans diversité. Dans cette perspective, nous avons besoin d'un service public puissant qui puisse protéger, amortir, réparer. Soyons vigilants face aux ingénieurs du chaos qui tentent d'affaiblir la fonction publique territoriale et ses agents, en les accablant de tous les maux, en réduisant leur autonomie financière et leur capacité à se projeter sur le moyen terme. Soyons vigilants face à la désinformation qui s'intensifie via des canaux manipulés, soit par des algorithmes ou par des actionnaires sans scrupules, alors qu'en parallèle, on tente d'affaiblir l'autonomie et la liberté d'information du service public de l'audiovisuel et des médias indépendants. Soyons vigilants face à la tentation du chacun pour soi. Et entrons en résistance avec discernement, questionnement, une volonté d'agir unis, conformément à nos valeurs et à nos rêves que nous n'enterrerons jamais. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le budget primitif. Ce moment clé de notre action municipale engage l'avenir de notre ville et traduit concrètement nos engagements auprès des habitants. Il reflète nos priorités pour Nanterre et notre conception d'une action publique au service de toutes et de tous. Au-delà des chiffres et des lignes comptables, ce budget revêt aussi une dimension particulière. Il s'agit du dernier budget avant les échéances municipales. C'est donc celui effectivement des réalisations que nous portons ensemble depuis plus de 5 ans et des réalisations futures. Socialistes, réaffirmons notre engagement en faveur des collectivités locales et dénonçons le choix du gouvernement qui affaiblissent leur autonomie financière et menacent la pérennité du service public de proximité. Ce sont 18 millions d'euros. 18 millions d'euros en moins pour notre ville, pour Nanterre et pour les Nantariens. Autant de moyens retirés à l'action publique locale. Nous dénonçons cette politique d'austérité imposée au territoire qui affaiblit la capacité de répondre aux besoins des habitants et accentue les inégalités. Ceci encore et toujours au détriment des Nantariens, mais aussi de nos quartiers populaires. Nous refusons d'être de simples spectateurs face à cette situation. Socialistes, exigeons une refonte du pacte financier contre l'État et les collectivités, garantissant des ressources stables et pérennes. Depuis les années 60, nous avons porté la décentralisation et nous réaffirmons aujourd'hui que tout transfert de compétences doit s'accompagner d'une compensation financière inégale. Nous refusons que l'inflation grignote les budgets locaux et que les collectivités soient les valeurs d'ajustement et contraintes à l'emprunt au risque d'aggraver les déficits publics. Ce mandat municipal a été marqué par des crises successives. Crise sanitaire, émeutes, inflation galopante et restrictions budgétaires imposées aux collectivités territoriales. Pourtant, malgré ce contexte contraint, la majorité municipale a tenu, en persévérant à haut niveau du service public et à maintenir un soutien fort au tissu associatif. Car pour nous, socialistes, le service public est un bien commun, un patrimoine pour ceux qui n'en ont pas. En matière de santé, qui, je le rappelle, est un droit pour toutes et pour tous, notre majorité a pris des mesures concrètes pour faciliter l'accès aux soins. Mise en place de la mutuelle communale, création du nouveau centre municipal de santé Juliette Ténine. Là où l'État a failli, nous, à Nanterre, nous agissons tous les jours pour les Nantariens et les Nantariennes.
L'accès aux crèches est un enjeu majeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour permettre à chacun de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Face au manque de moyens accordés par l'État et à la pénurie de personnel, nous avons pris nos responsabilités. Organisation de job dating pour recruter du personnel et réouverture prochaine de la 20e crèche municipale, la crèche des Pâquerettes. Socialistes sommes engagés pour une ville où chaque enfant pourra et devra trouver sa place. La sécurité de nos concitoyens, la tranquillité publique. Nous avons depuis plus de 5 ans, et nous continuons aujourd'hui avec le maire et la majorité, à doubler les caméras de vidéoprotection, à continuer à travailler en s'acharnant pour pouvoir recruter une police municipale et des ASVP qui peuvent sillonner la ville, sans compter toute l'action de notre médiation de jour comme de nuit. Nous constatons tous les conséquences du changement climatique. Sécheresse, canicule, événements météorologiques extrêmes. Face à ces défis, notre majorité agit avec détermination. Nous avons lancé un plan ambitieux pour la renaturalisation de nos espaces publics avec la plantation de 5000 arbres. Oui, 5000 arbres. Adopter un plan vélo pour engager la mobilité douce et engager la rénovation énergétique des bâtiments municipaux. Pour nous, socialistes, l'écologie ne doit pas être un slogan, mais une action concrète au service de tous, notamment des plus vulnérables. Enfin, malgré les coûts budgétaires et les ponctions injustes opérées par l'État, nous avons su préserver un budget équilibré, garant de notre ambition sociale et écologique. Car nous, socialistes, nous souhaitons et nous continuerons à défendre avec conviction les valeurs de solidarité, de progrès et de justice sociale. Merci. Je me permets de prendre la parole. Je voulais juste dire que ma collègue a posé une question et que vous n'avez pas répondu. Et je vais même rajouter que le montant de 3,1 millions et des brouettes sur la thématique de fleurissement ou d'embellissement d'un parc, ça me paraissait beaucoup en termes de coûts. Alors, je ne suis pas un spécialiste de... Pardon ? Non, laisse tomber, vas-y, continue. Je sais pas, il y a Madame Mauffret qui m'interpelle, mais... donc... Non, allez-y, Monsieur Drouche, vous avez la parole, parlez. On vous écoute. Moi, je vous écoute en tout cas, et Imed Azouz aussi, donc voilà, on pourra vous répondre. Non, mais bon. Parce qu'on avait prévu, je vais donner la parole, je fais tourner la parole, et puis après, on vous apportera les réponses. J'entends des voix, donc... mais je pense que c'est l'âge ou la saison, peut-être. Mais bon, soyons sérieux, parce que les Nanterriers méritent mieux que ça. Donc, excusez-moi, je me reprends. Voilà, donc par rapport au montant et par rapport à ce que vous avez mis sur vos supports, il y a un décalage. Alors peut-être que c'est une erreur de saisie ou voilà. Mais après, sur le montant de ce qui est prévu pour le parc des anciennes mairies, le montant apparaît colossal par rapport à du fleurissement ou de l'embellissement d'un parc au niveau des végétaux. Alors je pense qu'il y a une erreur aussi à ce niveau-là, parce que je le redis une troisième fois, le montant paraît très important. Donc je pense que vous avez la réponse et on l'attend avec impatience. Merci beaucoup. Bien évidemment, ce montant ne porte pas sur les questions de fleurissement et de plantation. C'est bien la rénovation globale du parc des anciennes mairies et de son extension qui est pris en compte dans la ligne budgétaire prévue à cet effet. C'est donc la démolition de tout le secteur de l'ancien centre de santé, son extension, l'aménagement des aires de jeu, la requalification des circulations à l'intérieur du parc. Ça prend en compte les extensions qui ont déjà eu lieu, c'est-à-dire l'aménagement derrière la conque, la destruction des serres, vous savez, à gauche de la conque, là, et de sa requalification. C'est donc le budget global de la rénovation de l'ensemble du parc du centre-ville. J'ai plus les chiffres en tête, donc je voudrais pas dire de bêtises au conseil municipal, mais évidemment c'est un agrandissement considérable et même une autre vision du parc, puisque nous essayons y compris de le faire en lien avec la rue Maurice Thorez, et ne plus d'avoir qu'une entrée qui soit
faite par ce portail rue Maurice Thorez, mais bien quelque chose qui s'engouffre vers le centre-ville, puisque nous le pensons et le travaillons aussi avec le futur centre de santé Ténine, à quelques dizaines de mètres de ce parc-là, et en faire un vrai axe de circulation, y compris piéton, puisque, y compris, nous travaillons à la perspective de l'apaisement du centre-ville. Pour l'instant, on en est là. Nous réfléchissons à la meilleure manière d'apaiser donc ce centre-ville, notamment par rapport au flux des véhicules et prenant en compte la question des espaces verts. Évidemment, ce parc fait partie intégrante de cette réflexion. Voilà, donc ce n'est pas que les plantations, c'est tout ça que je voulais vous dire. Merci de votre réponse qui est complète et qui est compréhensive pour moi, en tous les cas, parce que je vieillis aussi. Voilà, je partage aussi la petite touche d'humour parce qu'il faut en avoir. Mais comme c'était présenté, pas avec l'intitulé de démolition ou de construction, si je lis, on parle que de paysager, donc voilà. Et après, je pense que, vu que c'est un parc quand même historique et que c'est un endroit qui est emblématique de Nanterre et que tout le monde connaît, j'aurais préféré, je ne vais pas critiquer, hein, j'ai dit j'aurais préféré que ça soit mentionné avec plus d'éléments, parce que d'une, ça peut prêter à confusion, et de deux, ce parc mérite quand même qu'on parle de lui, parce qu'il a quand même une grande histoire et il est au centre de la ville, sans faire injure aux autres quartiers, et que ça, pour moi, ça aurait mérité que ça soit beaucoup plus mis en avant, parce qu'il y aurait pu avoir plus d'informations, et voilà, ça aurait pu permettre de faire même un événement autour. Mais après, ça vous regarde. Voilà. En tout cas, je remercie de la qualité de la réponse. Oui. Merci. Mais effectivement, il y aura 3 phases, du coup, c'est ce qui est expliqué. Donc une première qui a été réalisée, la deuxième qui arrive avec la démolition des équipements du centre de santé lorsqu'on aura réinstallé et redéployé le centre Juliette Ténine, et même dans une 3e phase, un agrandissement complémentaire autour du pavillon des Tourelles, donc pour offrir aux Nantériennes et aux Nantériens un parc d'ampleur. Et donc on a déjà eu l'occasion de faire une première inauguration pour les espaces à l'extérieur, enfin derrière la conque. On en aura une seconde lorsqu'on démolira effectivement les éléments complémentaires et qui viendront au bord des fouilles et qui permettront aussi de mettre en valeur la cathédrale à l'intérieur de son parc. Et puis, dans un 3e temps, de pouvoir aussi mettre en valeur la 2e mairie de Nanterre, puisque le 2e bâtiment, le 2e hôtel de ville de Nanterre, c'était le 2e. C'est le 2e, puisque la première était, c'est pour ça que c'est la rue des anciennes mairies. Et la première, elle se trouve au carrefour, près de la place, Gabriel Péry. Voilà. Et donc, il s'agissait de la 2e. Et donc, vous avez raison, on aura l'occasion de nous retrouver pour mettre en avant cet agrandissement du parc au centre de la ville. Peut-être déjà donc répondre sur les interrogations, s'il n'y avait plus d'autres prises de parole, sur les dotations des partenaires. Effectivement, alors on aura l'occasion de s'en réjouir au moment du vote des comptes administratifs, puisque la métropole, ça a été souligné, est un allié précieux pour la ville, et donc j'ai jamais manqué de le souligner dans l'enceinte de ce conseil municipal, Madame Matouk, et notamment pour les Jeux olympiques et paralympiques, puisqu'ils ont été d'un appui considérable, et ils le sont également sur les travaux, mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, sur le théâtre des Amandiers, puisqu'ils nous ont apporté aussi une aide complémentaire importante. Et donc voilà, la métropole, même si elle récupère un certain nombre d'attributions, y compris de financement, en rétrocède une partie quand même à la ville via des subventions. Mais c'est des montants que nous avions par le passé directement à la main de la ville pour pouvoir réaliser ces projets. Donc c'est toujours une bonne chose de pouvoir récupérer des fonds, mais ils ne sont jamais tout à fait à la hauteur de ce qu'on a perdu. Sur le financement de la retraite des personnels, et comme beaucoup de dépenses obligatoires qui reviennent aux collectivités locales, il y a eu des lois de décentralisation dans ce pays qui ont permis à nos villes, à nos départements, à nos régions d'avoir une autonomie financière. Et on voit un transfert de compétences depuis un certain nombre d'années, et c'est ce que je vous disais dans mon propos introductif sur la présentation du budget. On a énormément de charges qui nous retombent dessus, suite
des renonciations progressives et des transferts progressifs de l'État. Auparavant, nous avions notamment une dotation globale de fonctionnement qui a disparu, qui rapportait quand même 20 millions d'euros dans le budget, dans les recettes de fonctionnement de la ville chaque année. Et un certain nombre de mesures qui n'ont pas été compensées, alors, et qui sont utiles, on l'a déjà cité ici, sur notamment les revalorisations de points d'indice, qui coûtent à la ville et qui ne sont jamais compensées. Donc c'est des dépenses complémentaires qui viennent s'imputer dans le budget de la ville sans qu'on ait pour autant des recettes complémentaires en face. Et donc ça nécessite de pouvoir être toujours plus ingénieux pour arriver à trouver des solutions pour maintenir les services publics de cette ville. Alors, vous pointez la rénovation du gymnase Paul-Éluard. Je vous dirais en face la construction du gymnase Alice Mia qui est en cours dans le quartier du Vieux-Pont et qui était un quartier qui manquait jusque-là cruellement d'équipement. Alors, nous avons un plan global de rénovation du patrimoine de la ville qui notamment concerne l'hôtel de ville, parce que vous l'avez peut-être vu, il y a les premiers témoins de façade et donc les travaux commencent le mois prochain, puisqu'on n'est pas encore en avril, pour réaliser l'ensemble de la rénovation thermique du bâtiment, ce qui va permettre de gagner 20 points dans les dépenses de fluide de la ville, puisque c'est un bâtiment qui était énergivore, qui était même le bâtiment le plus énergivore du patrimoine municipal. Et donc, grâce à ces travaux, nous allons arriver à réduire considérablement les dépenses énergétiques. Nous avons par ailleurs un plan de travaux, puisque tout a été audité au niveau des bâtiments, que ce soit les écoles de la ville et l'ensemble des équipements publics du patrimoine public communal. Et donc, nous intervenons et nous mettons des investissements complémentaires, ça a été présenté tout à l'heure, pour la rénovation des bâtiments du patrimoine de la ville. Alors progressivement, parce que pour beaucoup, il est à peu près du même âge, ils sont tous à peu près du même âge, et donc quand on commence à rénover, effectivement, on ne peut pas rénover intégralement l'ensemble du patrimoine d'une commune, donc il faut y aller progressivement, mais sûrement. Et donc ce projet et ce programme financier, le budget qui vous a été présenté est plus qu'ambitieux, puisque vous avez dû le constater, nous voyons la progression du budget d'investissement chaque année, qui a été en progression constante depuis 2020. Donc, il peut toujours manquer d'ambition, mais en tout cas, les chiffres sont là et tous les Nantériens peuvent le constater. Et pour le point qui est porté concernant les Restos du Cœur, alors on y reviendra certainement au moment des subventions, mais puisque vous avez évoqué la question du jeu d'écriture, en réalité, avec le CCAS, je tiens juste à signaler ici que les Restos du Cœur sont aidés à 100 000 €, puisque c'est le prix de la location des espaces qu'ils louent à la cité artisanale et qui sont en réalité financés par les services du CCAS, de même que les charges afférentes, puisqu'auparavant, étant donné que nous étions propriétaires, nous n'avions pas une facturation, mais il faut aujourd'hui régler ce loyer à la SEMNA, qui est propriétaire du bâtiment. Et donc nous avons pris l'intégralité en charge. Et en fait, les 14 000 € que vous constatez en termes de variation correspondent pour cette année au transfert entre la part qui était avant financée en subvention ordinaire et qui est aujourd'hui payée par le CCAS pour couvrir ces charges complémentaires. Je rappelle juste ici que pendant de nombreuses années, nous avons financé le siège départemental des Restos du Cœur à une hauteur bien supérieure à celle que nous pouvions verser, que ce soit au Secours catholique ou au Secours populaire français dans la ville, que nous avons mené une politique en matière d'aide alimentaire qui n'a pas son pareil, en tout cas dans le département, et que nous financions en réalité la fédération départementale, enfin la direction départementale des Restos du Cœur, en lieu et place d'un grand nombre de villes de ce département qui n'y contribuaient pas. Donc il était nécessaire, et ça a été travaillé en lien avec les services des Restos du Cœur qui étaient conscients de cette situation-là et qui n'ont pas contesté le fait que nous ajustions la subvention pour permettre une équité de traitement entre l'ensemble des partenaires qui contribuent à l'aide alimentaire dans notre ville. J'avais un petit message adressé à nos éminents collègues de l'opposition pour venir un peu exprimer le point de vue du groupe que nous représentons, Nanterre pour toutes et tous. Nous sommes bien d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord.
je vais dire les choses de cette manière-là, sans aucune acrimonie. Nous ne sommes pas d'accord pour beaucoup de choses que je pourrais résumer en 2 points essentiels. Premièrement, dans vos présentations, vos interventions, vous me semblez omettre un certain nombre de facteurs, de paramètres qui viennent aujourd'hui un peu bousculer la façon dont une collectivité locale est conduite à construire son budget. Vous nous avez dit tout à l'heure que, effectivement, les contributions de l'État et de la MGP étaient en hausse. C'est sans tenir compte du fait que la DGF, elle, est passée de 40 millions à rien. Donc, bien évidemment, si on fait le bilan global des hausses et des baisses de la contribution de l'État, vous conviendrez avec moi que le solde est plutôt négatif. Ça, c'est un premier point. Donc, effectivement, notre politique, aujourd'hui, ne fonctionne plus de la même façon qu'elle fonctionnait jadis et même encore naguère, puisque sur chaque opération, nous sommes contraints, d'une certaine manière, d'aller solliciter des partenaires que vous avez nommés tout à l'heure, qu'il s'agisse de la MGP, de l'État, du département, de la région, pour obtenir des moyens qui n'existent plus et qui ne sont plus portés au budget de façon naturelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel je voudrais aussi finalement appeler votre attention, c'est, je me dis que le diable se niche dans les détails, mais lorsque effectivement il y a un certain nombre d'allocations budgétaires qui sont soumises à une certaine variation, très souvent, ce qui n'apparaît pas dans le fonctionnement, c'est qu'elles sont compensées par d'autres dispositifs, d'autres programmes. Je peux revenir très rapidement sur un budget qui m'est à cœur, c'est celui de la cité éducative. La cité éducative, c'est globalement 1 million d'euros par an qui sont affectés au fonctionnement des associations qui interviennent, qui pour l'insertion scolaire, d'autres pour la prévention du décrochage, pour la persévérance, pour l'orientation, etc., etc. Donc en vérité, le fonctionnement est un peu en trompe-l'œil. Oui, effectivement, il y a des subventions qui, en apparence, sont altérées par les diminutions des budgets alloués par nos partenaires et par l'État. Mais ils sont très souvent compensés d'une autre manière. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que ça m'obligerait finalement à m'interroger sur ce que vous appelez parfois des contradictions et des incohérences. Mais je pense que au regard d'une analyse un peu plus analytique et systémique de l'écosystème d'une vie locale, on ne peut que faire le constat que, d'une certaine manière, il y a des mécanismes compensatoires qui s'exercent et qui font que, finalement, la politique que nous avons décidé de continuer dans la forme qui est certainement pas forcément toujours à votre convenance, en tout cas les effets escomptés, et c'est dans le cadre des évaluations que nous aurons bientôt l'occasion de partager dans un certain nombre d'instances que nous pourrons en faire avec vous le constat. Je vous remercie. Je tenais une nouvelle fois à remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé à la fois à la préparation de ce budget et aux préparations qui vous ont été adressées pour ce conseil municipal ce soir. Et puis, juste à dire qu'on peut penser à créer des commissions municipales complémentaires, mais il serait déjà bien que l'ensemble des élus puissent être présents aux commissions existantes et auxquelles beaucoup d'entre eux brillent par leur absence. Donc, je vous invite à passer au vote.